je m'occupe effectivement de santé à Terra Nova et je suis aussi membre du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale sous la présidence d'Alain. Et c'est par conséquent beaucoup autour, évidemment, des sujets qui nous ont occupés en matière de stratégie vaccinale Covid que je vais rentrer dans le sujet avec vous ce soir. Alors, moi, je suis philosophe de formation, je suis docteur en sciences politiques et j'ai une certaine pratique de l'action publique ou de l'aide à la décision publique. Donc, c'est ça les objets qui vont m'intéresser. Et ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir aux critères qui font qu'une décision publique en matière de vaccination, et notamment une décision publique d'obligation, peut nous paraître légitime ou pas. Et en fait, la question ne va pas tant de soi qu'on faire nos discussions avec les uns et les autres ici. Alors, je fais un petit dézoom par la philo. Un peu de philo à cette heure-ci, ça fait pas de mal. Juste pour vous dire que, bon, vous savez, quand on fait de la philo, ce qu'on aime bien faire, c'est regarder les termes et voir quels sont les synonymes, quels sont les antonymes. Ça paraît bêta, mais en fait, souvent, ça aide à penser. Et donc, un des éléments que je trouve intéressant pour penser à l'obligation, c'est qu'en philosophie politique, le contraire de l'obligation, c'est pas la liberté. Contrairement à ce qu'on voit dans les manifs contre la vaccination, la modernité politique, elle consiste à penser que justement ce qui fait qu'une obligation civile est une obligation civile, ce n'est pas qu'elle contrarie la liberté, c'est qu'elle est autre chose qu'une pure contrainte imposée par la force. Et donc ce qui fait la caractéristique de l'obligation, c'est qu'en réalité, justement, nous y consentons en tant que citoyens, au nom de la volonté générale et donc de manière libre. Donc vous avez dû sûrement lire des extraits du contrat social un jour ou l'autre. Toute la question du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est qu'est-ce qui fait qu'on obéit aux obligations citoyennes. Ce qui fait qu'on y obéit, c'est qu'elles sont l'expression de notre liberté. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que l'obligation s'oppose à la liberté. Nous obéissons aux obligations qui s'imposent à nous en tant que citoyens parce qu'elles sont l'expression de notre volonté générale à tous, parce qu'elles sont donc la manifestation de notre liberté au sein du contrat social, parce qu'elles sont justement imposées par autre chose que par le droit naturel. Vous vous souvenez des histoires d'état de nature où ne régnait que le droit du plus fort. C'est ça qui distingue l'obligation, c'est qu'elle n'est pas cela. Ça, c'est l'obligation en philosophie politique. Et quand on arrive, nous, philosophes ou politistes, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une obligation en matière de santé publique, en matière de vaccination, c'est avec ce paysage mental-là que nous, on va aborder le sujet. Alors maintenant, ça c'est l'obligation en philo, l'obligation en santé publique. Évidemment, c'est pas du tout ces représentations-là qu'on va avoir en tête. On a un lourd passif collectif de vision relativement négative de l'obligation. Mais comment ça, on va nous obliger à se vacciner? C'est contraire au consentement aux soins, c'est contraire à l'intégrité physique. Et donc, il y a un imaginaire collectif ancien dans nos sociétés qui se représente l'obligation vaccinale comme un abus de pouvoir, en réalité, contraire aux grands principes qui fondent pour nous ce que c'est que la démocratie ou le fait d'être un citoyen dans une démocratie, c'est-à-dire notre autonomie, notre capacité à consentir à ce qui est fait à notre corps, et donc tout ça s'opposerait de manière extrêmement abrupte à la vaccination. Ça, c'est les représentations collectives qu'on peut avoir souvent. Mais en même temps, c'est oublier qu'en réalité, l'obligation en santé publique en général, elle est strictement incontournable, et en fait, elle s'impose aussi très naturellement à beaucoup d'entre nous, citoyens, qui avons en tête l'adage « salus populi suprema lex », c'est-à-dire cicéronien, donc la santé, le salut et la santé du peuple est la loi suprême. Suprême, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut suspendre, ça peut produire des dérogations à d'autres principes qui sont considérés comme inférieurs a priori. Et donc, on a effectivement des situations on peut se représenter sous la forme de balance. Dans une balance, on a le salut de la population. Dans l'autre, on a d'autres principes qui peuvent être peut-être importants, la liberté, l'égalité, mais suprema lex, c'est le salut du peuple qui l'emporte sur d'autres grands principes. Je vous ai mis donc cette salus populi suprema lex et l'adage qui est au frontispice d'un certain nombre de grands traités de santé publique du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et là, c'est une image qui représente, qui prend ça en frontispice, qui représente finalement en quoi il est légitime d'avoir des violations à l'encontre du droit de la propriété en matière de salubrité de l'eau à Londres.
Vous voyez, les gens, ils parlent, là, il y a des petites bulles où ils disent « Ah, mais si ça continue comme ça, on va tous avoir le choléra ». Et donc, oui, il est légitime, c'est la loi suprême d'imposer aux entreprises des normes au nom de la salubrité de l'eau. C'est une bonne manifestation de cet arbitrage entre différents droits, propriété, liberté, où la santé est mise au-dessus. Ça se traduit dans tout un tas de champs d'action de la santé publique, la lutte contre les maladies infectieuses, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la sécurité routière, la lutte contre les addictions, etc. Donc un grand nombre de champs dans lesquels il nous paraît complètement incontournable, incontesté, on ne se pose même pas la question que oui, la santé l'emporte sur un certain nombre d'autres grands principes qui régissent notre contrat social. Ah mince, je crois qu'il y a eu des petits problèmes avec le transfert de diapo, voilà, c'est pas grave. Et ça nous signale, et c'est ça que je veux poser, c'est que, j'en viens à ce que je voulais dire, ça nous signale que la santé publique, c'est quelque chose qui est on l'appelle un bien commun. Pourquoi on l'appelle un bien commun? Parce qu'elle ne pourra pas résulter de la seule sommation de nos efforts individuels pour être en bonne santé. C'est quelque chose de plus que la somme des bonnes santé individuelles. La santé publique, elle n'est pas accessible par la simple agrégation de nos bonnes volontés à être en bonne santé. Elle suppose une action collective sur l'environnement, par exemple sur l'eau, sur la sécurité des routes, etc., qui dépasse nos intérêts individuels à être en bonne santé. Donc c'est cette notion fondamentale qui apparaît avec la lutte contre les grandes épidémies dans les cités de Toscane au XVe siècle, hein, qu'il faut qu'il y ait une action collective portée par une autorité pour défendre les conditions dans lesquelles nos efforts individuels pour être en bonne santé pourront avoir une chance d'avoir du succès. Et donc c'est cette action collective qui est créditée de la légitimité d'aller contre les libertés des uns et des autres, contre les intérêts individuels, au nom du salut public. Ça, c'était les arguments qui nous, voilà, en faveur de la santé publique. Mais d'un autre côté, on sait qu'il y a une grande série d'arguments qui viennent systématiquement s'opposer à l'obligation en santé publique, et en particulier à l'obligation vaccinale, contre lesquelles on a pu batailler les uns et les autres, et dont on relève qu'ils sont en fait pas spécifiquement ciblés contre la vaccination ou pas spécifiques au champ de la santé publique, mais assez généralisés. C'est des stratégies argumentatives qu'on connaît bien en sciences politiques, qu'on étudie dans d'autres objets de l'action publique, et que un grand homme des sciences humaines du XXe siècle, Albert Hirschman, a catégorisé en 3 grandes catégories d'arguments qui s'opposent systématiquement à l'obligation dans tous les champs. Ça s'appelle donc 2 siècles de rhétorique réactionnaire en français, et il a regroupé 3 grandes séries d'arguments qui servent à s'opposer. Alors, quand on met en place un dispositif de sécurité sociale, quand on met en place un dispositif de chômage, quand on met en place différents types d'objets de l'action publique, on va trouver une série de gens qui vont avancer des arguments contre l'obligation, contre l'intervention de l'État. Il y en a 3, il y a la mise en péril, ça va ficher en l'air tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, toute notre justice sociale, tous nos efforts, etc. Le deuxième, c'est ça va servir à rien, ce sera pas efficace. Et le troisième type d'argument, c'est ça va être contre-productif. Vous pensez que vous allez poursuivre un objectif, mais c'est l'objectif inverse que vous allez obtenir. Ça, c'est encore une fois, voilà, classique en politique, et on les trouve de façon très très prégnante pour s'opposer à la vaccination et aux mesures coercitives en santé publique, et ce depuis très longtemps. Donc cette diapo histoire, la diapo suivante, on le voit encore très souvent, plus récemment. Par exemple, on a, donc là, vous savez que la première obligation vaccinale en France, elle date de la loi du 15 février 1902. Elle porte essentiellement sur la vaccine antivariolique. Et puis, il y a aussi à ce moment-là des grands débats qui vont traverser tout le XXe siècle sur le contrôle des infections sexuellement transmissibles chez les prostituées. Et donc là, c'est un texte d'Émile Combes, donc Émile Combes, le père de la laïcité, hein, le grand président du Conseil des lois de 1905, qui se préoccupe de savoir si oui ou non il faut qu'on maintienne un dispositif coercitif d'obligation en direction des prostituées, obligation de déclaration obligatoire de maladie vénérienne, et déclaration obligatoire des partenaires en cas d'infection, ce qu'on appelle notification obligatoire des partenaires.
Et on a exactement nos arguments. Ah ben non, mais donc au Parlement, certains ont dit que c'était pas utile. Je vous lis pas le tout. Hein. D'autres ont dit, ça vous rappellera sûrement des choses, que ça produirait une illusoire sécurité. Pour faire les débats restants sur le masque, hein, chez les clients, des prostituées, etc. Donc ça serait contre-productif du coup. Hein. L'illusoire sécurité, ça va être un argument qu'on va retrouver tout le temps pour s'opposer à toute obligation en santé publique, et ça recouvre l'idée que c'est contre-productif. Les gens vont se croire en sécurité alors qu'en fait ils ne le sont pas, et donc ils vont prendre encore plus de risques. Typique de l'argument contre-productivité, le perversity de Hirschman. On trouve aussi chez Daniel Defer, donc le père de la démocratie sanitaire à la française, hein, l'inventeur de la démocratie sanitaire, le fondateur de l'association AIDE, dans un article très important de la lutte contre le sida qui s'appelle « Le malade du sida est un réformateur social » dans Esprit en 1994. Voilà, j'ai choisi celui-là, mais il y a 1000 autres exemples. On vous trouvez une belle démonstration que toute mesure coercitive en direction des porteurs du VIH, et c'est pas, on parle pas évidemment des sidatoriums qui sont cités là, mais aussi de la déclaration obligatoire, dont vous savez qu'elle a mis quand même plus de 10 ans à s'installer en France, et que toute utilisation d'un outil obligatoire va être, 1, inefficace, et 2, va favoriser la diffusion de l'épidémie. Il écrit, cela a été historiquement une des modalités de diffusion des épidémies que d'utiliser toute forme d'obligation contre des malades. Donc vous voyez des arguments qui sont au début et à la fin du siècle absolument bien charpentés autour de ces catégories qu'on connaît bien en sciences politiques et qui servent à s'opposer systématiquement à l'obligation. Pourquoi moi je pense que ça pose problème que des arguments comme ça soient systématiquement avancés dans le débat? Parce que d'abord ils sont très faiblement evidence-based, c'est-à-dire que ce sont des suppositions, ce sont des anticipations. Ah, moi j'y ai pensé, vous croyez que vous allez obtenir cet effet-là, mais en fait c'est l'inverse qui va se passer, mais généralement il y a zéro élément de preuve. Deuxième problème, il concentre du coup toute la réflexion sur les stratégies vaccinales ou sur les stratégies en santé publique sur leur efficacité dans ce que nous on appelle en sciences politiques ou en philo le registre de réflexion conséquentialiste. On s'occupe qu'aux conséquences pratiques, dans une forme d'utilitarisme. On regarde que ce qui va concrètement se passer. On laisse complètement de côté la question de la cohérence et de l'intelligibilité de la décision. Et du coup, on réfléchit à l'utilité des décisions qu'on prend, mais on ne réfléchit jamais à la légitimité de la décision publique en tant que telle. Donc, voilà, si vous faites Sciences Po, à Sciences Po, on fait des plans en 2 parties, la faisabilité de la mesure, sa légitimité. Si vous avez une mesure qui est faisable mais pas légitime, vous êtes quand même embêté. Si vous avez une mesure qui est légitime mais pas faisable, vous êtes quand même assez soucieux aussi. Et donc, c'est toute l'idée, c'est qu'on se met à penser à ce que c'est qu'une décision publique quand on arrive à poser les 2 questions, pas seulement une, mais bien les 2. Alors, l'obligation, il faut y réfléchir du coup par rapport aux alternatives qu'on peut avoir. Alors, l'objectif, on est d'accord, hein, c'est d'obtenir des gens qui aient le comportement qu'on veut qu'ils aient. Donc, ça peut être notifier leurs partenaires, se faire dépister, se vacciner. Pour ça, l'action publique, elle a 3 types de leviers, on distingue classiquement la persuasion. Alors, je sais que c'est pas toujours immédiat. La plupart des gens pensent à la persuasion, ça fait bizarre, ça va être de la propagande et tout. On utilise persuasion juste pour dire le fait de parler, d'éduquer, d'informer. C'est pas persuader dans un sens négatif, mais c'est ce concept, on l'utilise comme ça pour désigner tout le registre des outils, on va dire, de communication et d'éducation. Ensuite, il y a le levier de l'incitation, à travers des taxes, par exemple. On va taxer des comportements inappropriés, ou bien à travers des bonus. On va rémunérer les comportements positifs, donc souvent des incitations financières, mais pas seulement. Et puis, le registre de l'obligation. Aujourd'hui, avec la vaccination Covid, on en a beaucoup parlé, les uns et les autres, on est un certain nombre à considérer qu'on est dans le registre de l'incitation et non pas de l'obligation. Hein. Le pass vaccinal, il n'est pas une obligation dans la mesure où vous êtes incité à être vacciné, parce que sinon il y a tout un tas de choses que vous ne pourrez plus faire, mais néanmoins il n'est pas exigé de vous que vous le soyez. Donc, toute la question du emmerder les Français du président de la République, c'était justement de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir introduit une norme sociale de vaccination qui est très forte, qui pour autant n'est pas une obligation, qui reste du registre de l'incitation. C'est pas des choses qui sortent comme ça de la cuisse de Jupiter, c'est relativement bien balisé de se dire à quoi correspondent en santé publique les différents leviers qu'on va pouvoir utiliser. On
On a, en gros, soit on va favoriser le fait que les gens fassent le bon choix, hein, enable choice. Donc ça c'est une échelle qui a été faite par le Nuffield Council on Bioethics, qui est vraiment une référence importante pour tous les sujets de santé publique et de bioéthique, mais il y en a d'autres. Donc soit on favorise que les gens fassent le bon choix, mais c'est eux qui décident, soit on les incite très fortement en guidant à travers des nudges ou à travers des incitations financières le fait qu'ils fassent le bon choix, mais ils restent quand même libres, décisionnaires, soit donc on va à des situations d'obligation, c'est-à-dire qu'on supprime le choix, il n'y a pas le choix. Donc on est bien d'accord qu'aujourd'hui, Covid, on est quand même dans une situation où on garde le choix, mais pas dans l'obligation, sauf pour les professionnels de santé. Ces trois leviers, ils sont anciens, là non plus, on n'invente rien. Hein. Là, je vous ai mis, alors je prends l'exemple de la variole, voilà, un bon exemple, 1821, un manuel à l'usage des médecins pour favoriser la vaccination antivariolique, donc une image pour montrer, pour convaincre le patient que ça vaut le coup. Ensuite, l'incitation au travers de certificats de vaccination, c'est vraiment la grande affaire du milieu du 19e siècle à propos de la variole, des certificats pour accéder à l'école, pour accéder à l'emploi, qui ne sont pas des obligations. Il y a énormément de débats au Parlement. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne fera pas d'obligation, on respecte les libertés, mais par contre, on utilise des certificats qui revient aux médecins de vérifier la première injection et la réinjection de vaccins antivarioliques et de décerner ces certificats qui sont nécessaires dans un grand nombre de situations. Mais on n'est pas dans l'obligation. L'obligation n'arrivera qu'avec la grande loi, la première loi de santé publique en France de 1902 qui instaure l'obligation. Comment on choisit entre ces grands leviers? Ben, ça fait quand même, vous voyez que par exemple sur cet exemple de variole, ça a mis plus d'un siècle de débat entre intellectuels, philosophes et au Parlement pour trancher entre ces trois différents leviers. C'est pas une question donc voilà qu'on se pose pour la première fois aujourd'hui, que de savoir comment on construit une stratégie et à quel levier on va recourir. Ça, je finirai là-dessus, juste pour c'est un message modeste, mais pour vous montrer que on a dans ces disciplines de sciences humaines on ne parle pas d'idéologie, on essaye de construire des algorithmes, ou en tout cas des critères de décision qui rendent les délibérations politiques intelligibles pour la population, parce que c'est le travail du personnel politique quand même que de rendre ces décisions intelligibles, et ça passe par un certain nombre de propositions qui ont été faites ces dernières décennies de formes d'algorithmes décisionnels pour comprendre comment on fait pour choisir un levier plutôt qu'un autre. Donc là, vous avez un outil qui est très important pour l'histoire, hein, qui a été donc élaboré par Jonathan Mann, Jonathan Mann était le premier directeur de l'ONU-SIDA, une figure majeure de la lutte contre le VIH au niveau mondial, et un grand défenseur du respect des droits en santé publique. Absolument une énorme production théorique pour dire que on ne doit limiter les libertés en santé publique que si on est sûr qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, dans le VIH, il apportait la démonstration qu'on pouvait faire autrement pour un certain nombre en tout cas pour ce qui concernait le dépistage mais pas la déclaration de victoire qui elle typiquement suivait toutes les étapes de ces steps de son assessment là pour passer toutes les barres et être déclaré nécessaire. Donc ça c'est plus pour l'histoire, c'est dans une revue qu'il avait créée, dans le premier numéro de cette revue qui s'appelait Health and Human Rights, où il propose de se poser la question, quand on veut faire une stratégie de santé publique, qu'est-ce qu'on veut faire, le but, est-ce que ça va marcher, est-ce que l'obligation va rencontrer un minimum de succès, est-ce qu'elle sera bien ciblée, parce que la question du ciblage est fondamentale dans les prises de décision, en quoi elle va porter du tort au droit. Est-ce que et ça c'est vraiment la question fondamentale de la proportionnalité, c'est le travail du Conseil d'État, en particulier dans notre pays, que d'évaluer ça. Est-ce que c'était la liste restrictive alternative? Est-ce que c'était la voie la moins coûteuse du point de vue des libertés qui a été choisie? Et ça c'est ultimement le travail du Conseil d'État, mais c'est en amont le travail du décideur public que de le déterminer. Donc par une évaluation comparée des différentes stratégies possibles. Et enfin, si il s'avère que l'obligation est vraiment nécessaire,
alors garantir que ceux qui y seront soumis bénéficieront d'un traitement équitable. Ça, c'est un type de référentiel. Il y en a, alors là, c'est une version plus simplifiée, très intéressante aussi par la suite, puisque vous voyez qu'aux États-Unis, c'est une vraie discipline. Public Health Law, c'est un vrai, ici, ça n'existe pas. C'est des départements entiers de gens qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est qu'une décision de santé publique légitime, quels sont les critères. Alors nous, quand on dit droit de la santé publique, on voit tout de suite des gens qui vont faire des trucs hyper, des juristes qui vont faire des trucs hyper pointus, mais au plan normatif, de formuler qu'est-ce que c'est que la légitimité d'une obligation en santé publique, c'est en fait un vrai travail pour un certain nombre de spécialistes. Un autre algorithme de décision qui a été produit tout récemment par des Anglais à propos justement de la vaccination Covid-19, qui a été utilisé pour démontrer le bien fondé de l'obligation vaccinale chez les professionnels de santé. Donc, en conclusion, juste pour vous montrer, le propos est modeste, mais juste que c'est relativement compliqué et qu'en fait, ça peut répondre à des exigences de rigueur et de décomposition des raisonnements qui sont sérieuses. On parle de politique, ça ne veut pas dire qu'on parle d'idéologie ou de trucs électoralistes, mais bien qu'on essaye de parler du bien commun et de comment on arrive à le formaliser et à formaliser les raisonnements qui vont permettre de le défendre. Donc, vous voyez que ça passe par tout un tas d'étapes. Selon qu'on choisit le levier persuasion, incitation, obligation, on va se demander si on veut recourir à des outils qui peuvent aller de la communication publique, de la pédagogie assurée par les professionnels de santé, dont on a vu à quel point elle était fondamentale avec le Covid. Est-ce qu'on va recourir, si on veut de l'incitation, plutôt à un bonus financier, à un accès sélectif à des services secondaires comme les loisirs, donc ça c'est le principe du pass. Est-ce qu'on va chercher à établir une norme sociale? Ça c'est le discours du président, hein. Je vous emmerde, bon voilà, c'est clair. Ou est-ce qu'on va passer carrément à de l'obligation avec là un accès sélectif? En fait, l'obligation, il y en a jamais vraiment. Il y a jamais un docteur qui arrive et qui dit paf, pof, je vous vaccine. C'est toujours de l'accès sélectif à quelque chose en fait, l'obligation vaccinale. Hein, faut quand même être clair. Donc, mais là, c'est du coup à des services primordiaux, par exemple à l'emploi. Donc, évidemment, ça devient assez obligatoire quand même. Et donc, ça pose la question du coup de, pour nous, en matière de stratégie vaccinale, quel type de discours d'expertise publique on va élaborer sur le produit vaccin? Est-ce qu'on va l'autoriser? Est-ce qu'on va le rembourser? Est-ce qu'on va opter pour des programmes d'accès au vaccin opt-in? Les gens choisissent de se faire vacciner, hein, ou est-ce qu'on va plutôt opter pour des programmes opt-out, où on est vacciné par défaut? C'était la grande question, par exemple, évidemment, des stratégies vaccinales HPV à la fin des années 2000. Et ça fait quand même une grosse différence confère les discussions plus tôt dans la session. Et enfin, merde, ça marche pas très bien. Et enfin, la question du ciblage sur laquelle j'ai été vite, même si vous voyez bien qu'avec l'obligation vaccinale Covid pour les professionnels de santé, c'est un sujet majeur. Et ça va être vraiment un des grands enjeux de la légitimité d'une décision d'obligation vaccinale, c'est son ciblage. Si elle est ciblée de manière over-inclusive et qu'il y a trop de gens qui ne présentent pas de critères objectifs de différence de risque par rapport aux autres qui sont dans le groupe des ciblés, c'est inéquitable. Inversement, si certains y échappent alors qu'ils ont des critères qui les rendent plus vulnérables, par exemple, à l'infection, alors également c'est inéquitable. C'était une des grands débats, pour revenir sur Jonathan Mann et le VIH, un des grands débats de la notification des partenaires, c'était justement, est-ce qu'on demande par exemple aux prostituées d'être soumises à une obligation de notification des partenaires? Ça n'a aucune justification, parce qu'évidemment leurs clients doivent également être ciblés par cette obligation. La grande question de l'équité du ciblage, il faut que tous ceux qui présentent le même niveau de risque soient ciblés ensemble dans le cadre d'une obligation, c'est vraiment un enjeu très crucial de la légitimité de la décision. Je crois que m'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Mélanie Heard? Richard en haut, Azrid au milieu, Azrid. Bien. Si on considère l'obligation non pas au niveau individuel mais étatique, quid des brevets, si la santé de la population est la loi suprême, pourquoi ne pas faire entrer les vaccins anti-Covid dans le domaine du droit public? Alors,
auparavant, on a parlé du dispositif COVAX qui a été très bénéfique à l'Union européenne. Malheureusement, les pays extra-Union européenne peinent encore à avoir accès à ces vaccins. Merci. Oui, tout à fait. Si on suit le raisonnement, on est bien avec cette notion de bien commun entre les pattes qui immanquablement nous amène. C'est tout l'argumentaire en faveur de la suppression des brevets. Il est effectivement référé à cette notion de bien public mondial qui est au cœur de la réflexion. L'obligation qui pèse sur les États d'assurer à d'autres États donc accès à la vaccination, il y a un certain nombre d'arguments très forts, et vous avez tout à fait raison de le souligner, qui conduisent à défendre la voie de la levée des brevets. Les arguments qui s'y opposent, on parlait tout à l'heure, enfin voilà, je disais légitimité, faisabilité, on est typiquement dans un cas où la reconnaissance de la légitimité des principes est entravée par des arguments de faisabilité qui peuvent être jugés décevants, et je ne me prononcerai pas sur la question, parce qu'on sort justement du cadre de la légitimité normative et des valeurs. On dit, bah oui, mais il est démontré, ou pas, que la levée des brevets entraverait les capacités d'innovation des firmes, et donc c'est pour des raisons finalement de faisabilité, ou en tout cas pour des raisons pratiques, sur des arguments non normatifs, non référés à des valeurs, qu'on perd de vue la hauteur des principes que vous évoquez à juste titre. Vous avez cité le nudge comme technique d'incitation. Je n'ai pas le sentiment que ça a été beaucoup utilisé dans le cadre de la vaccination. Alors, est-ce que ça aurait dû l'être, et comment on aurait pu faire? Alors, je vous avoue que moi, je suis pas très à l'aise, en fait, sur... je trouve que la définition du périmètre de ce qui relève en propre du nudge n'est pas complètement si stabilisée qu'on pouvait s'y attendre. Donc, si on a en tête nudge au sens... l'exemple systématiquement cité de pissotière, je sais plus, danoise, oui, c'est ça, un Schiphol. Non, pas danoise, pardon. C'est évidemment restrictif, et dans ce cas-là, on a peu d'exemples pour ce qui concerne la vaccination. Moi, de ce que je comprends, il y a quand même toute une biblio qui désigne plutôt le nudge comme une problématique beaucoup plus vaste que juste ces petits pictogrammes ou ces choses hyper basiques, plutôt comme l'ensemble des outils qui rendent un comportement désirable sans s'être prononcé sur s'il est bien ou mal avec des majuscules. Et donc, si on est d'accord pour dire que le nudge, ça désigne tous les outils par lesquels des décideurs vont signaler que un comportement est requis de vous sans avoir dit au plan normatif, nos valeurs sont engagées, c'est ça qu'il faut faire, on y est tous obligés, et donc on recourt à la loi pour l'énoncer. À ce moment-là, moi je pense que nudge, ça désigne l'ensemble de ces outils-là. Et du coup, en fait, pour moi, à ce moment-là, le pass vaccinal ressortit au domaine des nudges, et la biblio sur les nudges s'applique extrêmement bien. Si on accepte ça, toute la philosophie d'action publique qui est produite depuis maintenant plusieurs décennies sur les nudges, en fait, correspond exactement à la situation de passe sanitaire, modulo le fait que le président a dit que c'était bien avec un grand B, la vaccination. Et malgré tout, on est quand même dans ce domaine où on n'a pas voulu utiliser la loi. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu utiliser le registre normatif de l'action publique. Encore une fois, par normatif, on veut dire c'est une loi, c'est ça qui est bien, voilà nos valeurs, le registre des principes. Et c'est tout l'intérêt des nudges, c'est qu'on arrive à contourner le registre des principes qui crée de la friction dans la société, juste en rendant plus désirable, plus souhaitable un comportement. Donc là, à mon avis, pour moi, le pass vaccinal est clairement dans cette problématique-là. Mais encore une fois, voilà, je suis d'accord que normalement, nudge, dans l'acception restrictive, si c'est faire un dessin ici ou là, non, là, du coup, il n'y est pas. On a des questions sur cette phase de persuasion, et donc qui dit est-ce qu'on n'a pas raté cette phase de persuasion avec le vaccin parce qu'on n'avait pas le temps, parce que on n'a pas assez dialogué, ou peut-être on pourrait rajouter parce que
la persuasion, on est dans le rationnel et qu'on a rencontré beaucoup l'irrationnel. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'on a raté la phase de persuasion? Alors, je vais prendre le temps de faire deux parties de réponse complètement autonomes. Première chose, par rapport à la persuasion, on l'aurait raté, on l'aurait pas raté. Je voudrais juste signaler que les différents leviers d'action publique, il faut pas les penser comme séquentiels et successifs. C'est-à-dire, on n'est pas dans médicaments de première ligne, deuxième ligne ou troisième ligne, quoi. C'est pas parce que la persuasion a échoué qu'on est légitime à passer à l'incitation. On a le droit de dénoncer des obligations d'emblée et sans avoir cherché à convaincre avant, ni même à inciter. On n'a pas, voilà, quand on considère que un comportement est dangereux pour autrui, il est d'emblée rendu interdit, sans avoir dit, on fait d'abord pendant 1 an, on essaye de convaincre les gens qu'il faut pas le faire, et si on a raté, dans 1 an, on passera à l'étape suivante. Donc ça, c'est première chose, c'est pas, on n'en est pas là aujourd'hui en termes de place vaccinale, sanitaire et vaccinale, parce qu'on n'aurait pas assez recouru aux outils de communication, ou pas assez bien, je veux dire. Ensuite, sur l'échec, bon, effectivement, il y a la question de l'irrationalité des arguments qu'on rencontre dans les efforts de communication publique et de pédagogie sur le terrain. Et ça, c'est vraiment probablement un enseignement qu'on connaît depuis longtemps, que on atteint les limites. En même temps, on sait très bien qu'il y a aussi toute cette frange d'hésitants vaccinaux qui ne sont pas irrationnels, qui ne vont pas opposer des arguments irrationnels aux efforts de persuasion, et que c'était finalement cela que la communication publique avait d'abord et avant tout l'objectif de toucher. Il n'y a pas eu un échec de la phase de tentative de persuasion par la communication et la pédagogie. On peut discuter de ces modalités, il y a des choses qui auraient pu être faites mieux, etc. C'est absolument évident. Mais les chiffres montrent que si on raisonne de façon quantitative, globalement, on a 93% d'adultes vaccinés. Et on estime qu'il y a une étude qui a été faite, qui je crois est assez solide, qui montre que le pass a permis de vacciner 13% des gens. Donc, si on fait 93 moins 13, c'est raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin, qui n'est pas totalement faux. Ça veut dire qu'à peu près 80% de la population s'est vaccinée par l'acceptation, la compréhension, une pédagogie et un phénomène progressif. Je me demande d'ailleurs, pour revenir à la question du nudge, s'il n'y a pas eu du nudge intrafamilial, intra-groupes sociaux, où on se convainc les uns les autres par la motivation. C'est une forme un peu particulière de nudge, mais je pense que c'est aussi du nudge. Donc je pense que si la pédagogie au sens large du terme a permis de vacciner 80% de la population, c'est pas trop mal, même si certains ont fait mieux que nous.